On réacte aujourd'hui à une conférence d'André Comte-Sponville sur le management. Ne fuyez pas, ça a l'air archi chiant de l'extérieur, mais on a vu que c'était un banger grâce à un short publié par le camarade Ribot dans la sauce où Comte-Sponville parle du management et vous allez voir que c'est lunaire, quoi. Bon, de toute façon, Comte-Sponville, on s'attendait à rien, on va dire, mais c'est vraiment lunaire et surtout c'est assez cynique. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec Chris, spécialiste du management de Comte-Sponville. Comment ça va, Chris ? Bah ça va bien. Comme tu l'as dit, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Effectivement, le management, contre Sponville aussi, et les deux dans une conférence séminaire de team building, c'est la pire partie de ma vie. Vraiment, Ah, c'est t'imagines, un... on t'emmène dans un team building de manager et il y a Comte-Sponville qui fait un truc faussement profond, l'enfer du Là, truc, quoi. là, ça dérape, hein. Là, ça finit en fait divers. Moi, je préfère le dire. Si ma direction m'oblige à faire ça, bon, moi, je suis pas manager, mais j'aurais pu à un moment donné, mais ouais, ça aurait été très dur. Voilà. Bah, Mais donc, c'est très intéressant parce que je finis, parce que l'extrait, il est bien parce qu'en plus, il dit des trucs sur l'évolution du travail et sur ce qu'on dit de fond sur la crise, la pénurie et tout. Donc, ça va être vraiment profond, je pense. Donc effectivement, on va parler de travail, Déjà, de bonheur, de motivation. déjà, la slide des clés et des connexions pour comprendre le monde devant des gars qui sont sortis de table, tu vois. Mais regarde, Directeur commercial. regarde. Les gars, ils sont même pas sortis de table, ils attendent. Regarde, il y a encore le rond de serviette qui est encore mis sur la serviette. Si on Ouais, analyse les verres de vin, ils en ont 3 chacun. Donc ils ont un verre de rouge, un verre de blanc et un verre à eau. Ils ont les petites eaux en bouteille en verre et tout. Donc là, ils vont manger un menu à 80 balles avec une petite conférence de Comte-Sponville avant pour se donner bonne conscience. Et ça, c'est payé par la boîte comme si c'était du travail. Tu sais, le gars qui est au 3-8, qui bosse toute la nuit, et ça, c'est compté comme du travail, tu vois. Enfin, t'imagines la dinguerie du truc, quoi. ça, c'est compté comme du travail. C'est peut-être même remboursé par l'État comme formation enrichissante et avec votre DIF, là, c'est vraiment un moyen d'enrichissement absolu. C'est vraiment pire que les aides gouvernementales, tu vois, sur, je sais pas, l'énergie et tout, qui sont des subventions à des boîtes, des fois un peu déguisées. Et ben là, c'est des subventions sur toutes ces boîtes de conseils et tout. Enfin, c'est une folie, quoi. Et Comte-Sponville, il vient là pour compléter un peu sa retraite, tranquille. Voilà, pépouze. Je dis les mecs, moi j'ai enfumé des mecs qui étaient déjà en L2, L3 de philo. Alors des managers, directeurs commerciaux ou directeurs recherche, NPD, marketing, ça va être tranquille. Tu vois, il y va en chaussons. Je proposerais volontiers comme titre Sens du travail, bonheur et motivation. Avec un sous-titre Philosophie du management. Ah non, mais l'enfer du truc, sens du travail, bonheur. Et quoi, motivation? Non, mais c'est vraiment un truc d'illuminé néolibéral, tu vois. Faut être heureux de ton travail, lui trouver du sens, alors que, de fait, il a pas l'air d'avoir énormément de sens pour les gens, tu vois. Et être motivé à le faire, quoi. Enfin, vraiment, c'est une certaine vision de l'enfer, quoi. C'est que c'est pas des mecs qui te demandent juste de travailler et de fermer ta gueule, c'est qu'en plus, faut que tu le fasses avec le sourire comme si t'étais content de le faire, tu vois. C'est ça. En fait, tu y trouves le sens que souvent même eux ils trouvent même pas, tu vois. C'est les managers, mais que en fait le sens pour toi c'est juste la discipline. Tu vois, pour eux c'est ça. Faut que tu trouves du sens à ce que tu fais. Bah ça veut dire que tu dois le faire en fermant ta gueule. Ah d'accord, ok. C'est plus précis du coup. Tu sais, eux, les mecs, ils sont là. Bon, ils trouvent que ça n'a pas de sens, mais comme ils gagnent 3000 par mois, ils s'en branlent, ils restent. Et toi, il faut qu'avec 1005, tu trouves du sens, quoi. Autrement dit, philosophie pour les managers. Et donc philosophie pour vous, puisque manager, les uns et les autres, c'est exactement ce que vous êtes. Oh, c'est profond, hein. Vraiment, mais quelle enfumade, le gars. Je pense qu'il est payé combien pour ça? C'est Vu qu'il Comte-Sponville est quand un même, hein. peu C'est pas connu. n'importe qui, hein. Ouais, vu qu'il est un peu connu, ça a l'air d'être une belle boîte là, le tilt là, surtout s'ils mettent leur conf. Ça, à mon avis, ça tape du. Ouais, peut-être un 2500 la journée, comme un très gros consultant, quoi, comme une journée de McKinsey, un truc comme ça, tu vois. Putain, mais il se met. Enfin, en vrai de vrai, le gars doit se mettre tellement bien, quoi. Ah bah, lui, il trouve du sens, du coup, au truc, hein. Ah bah c'est clair. Ça veut Non, il peut dire peut-être que même vous... taper 3... Ouais, il peut peut-être même taper 3-4 000. Après, il est pas très connu des managers, tu vois, c'est pas... En fait, dans le monde, les mecs qui vont brasser vraiment beaucoup, ça va être le type genre ancien PDG de Danone, machin. Eux, ils vont taper Ah des ouais. trucs de fou parce que les mecs, c'est leur modèle, tu vois. Contre Oui. Sponville, il va pas non plus réclamer 10 000 ou 15 000 par conf, quoi. Mais il peut taper un 3-4 000, quoi, tu vois. Les gens vont en plus dire, en rentrant chez eux le soir, tu sais, Brigitte, ça change un peu ce qu'elle a prévu, la DRH, la Corinne. On a fait venir un philosophe. Bah vraiment, c'était une belle ouverture d'esprit. Moi, ça m'a redynamisé pour ma réunion de lundi avec mes équipes, quoi. Franchement, on va faire nos KPI différemment, quoi. Ouais. J'aimais pas la philosophie au lycée, mais ça, j'aime bien, tu vois. Tu vois ça? C'est vraiment ça. Ouais, surtout qu'en plus, Comte-Sponville, il est normalien. Il doit avoir une retraite, je sais pas, à 3000, 3005.
Donc si il met du beurre dans les épinards comme ça, en rajoutant 3000 par mois en une soirée, en fumant des managers, en vrai de vrai, c'est humain, je comprends qu'il le fasse. On est ensemble, André. Hein. Vous faites un métier vraiment difficile. Alors, j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles. Mais votre métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Ce qui est bien, c'est que il leur dit quand même un truc de ouf. Il leur dit vraiment, vous êtes vraiment des encadrants, des petits chefs, qu'en branle pas une, si ce n'est d'obliger les autres à travailler. C'est déjà, là, il est un petit peu, comme on dit dans le monde des conférences de management, un peu disruptif, tu vois, genre, il leur dit pas, c'est vous qui êtes garant de la je sais pas quoi, de la qualité du travail. Non, il leur dit, non, vous êtes là pour faire bosser des mecs qui ont un peu la flemme, quoi, tu vois, voilà. Donc, C'est trop drôle. ça, Il les drôle. décrit comme des capots. Ouais, comme des capots, j'allais dire comme des matons, tu vois. Mais c'est ça, il les décrit comme des gars qui sont là pour mettre la pression à d'autres gars pour qu'ils bossent à leur place, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ah bah c'est trop bien. Mais Il dit du coup, c'est très dur. Ouais, peut-être que moralement, tu vois qu'il y a un truc qui cloche quand tu fais ça, tu vois, je peux comprendre. Mais est-ce que c'est plus dur que de travailler réellement? Je sais pas, tu vois. Alors c'est marrant parce qu'en plus, c'est aussi une vision, je pense, un petit peu dépassée du monde du management ou des cadres. Il y a aujourd'hui effectivement plein de cadres qui managent pas ou qui managent des toutes petites équipes ou qui ont juste un collaborateur, un assistant, enfin tu vois, et qui sont pas du tout les tafs d'encadrement qu'on imagine. Et je pense que Comte Sponville a dans la tête, c'est-à-dire des tafs de surencadrement de 20, 30 personnes qu'on voyait dans les usines et tout, il y a encore 20, 30 ans, tu vois, quand il y avait beaucoup moins de cadres. De contremaître Et donc, un peu. ouais, de contremaître, etc. Donc, en fait, il est en train de passer un petit peu à côté du sujet. C'est-à-dire tout un tas de mecs qui, en fait, managent pas tant que ça. Et c'est pas tellement le pire de leurs problèmes. C'est souvent qu'ils sont perdus dans des dispositifs ultra bureaucratiques de, on va dire, l'entreprise libérale, néolibérale en crise, quoi. On leur demande, tu vois, de remplir des objectifs, de remplir des feuilles Excel, de remplir des tableurs H24, de faire du reporting et tout. Ce qui est finalement le truc le plus chiant de leur travail. Alors qu'en fait, finalement, les vrais managers, ceux qui encadrent vraiment des gens, bah eux, ils savent vraiment à quoi ils sont là. Ils n'ont pas d'illusion sur le fait qu'ils sont des capots et qu'ils sont là pour faire la police de temps en temps et tout, quoi. Donc, il a une vision un peu, je pense, dépassée de ce qu'est le monde des cadres et de la génération d'encadrement, tu vois. C'est des gens qui ont de moins en moins de pouvoir, en fait. Donc, c'est un peu drôle. Il en parle avec sa vision de ce qu'on en disait dans la sociologie des années 70-80. D'ailleurs, c'est des gens qui sont de plus en plus en souffrance au travail. Et là, il a un peu raison de dire que c'est dur, mais dans le sens où c'est pas dur parce que t'enquêtes des mecs, c'est dur parce qu'en fait, les actionnaires et tout, ils mettent la pression à qui? Ils mettent la pression au manager, tu vois. Qui lui est censé du coup faire passer toutes les dégueulasseries qui viennent pas de lui, dont il comprend même pas forcément le but, mais c'est à lui d'annoncer les mauvaises nouvelles, de faire semblant à quelqu'un qui va avoir un CDI mais en fait il l'a pas, tu vois, de faire toutes les dégueulasseries, c'est lui qui le fait, c'est pas l'actionnaire directement, tu vois. Et en fait il accepte de le faire parce qu'il touche 400 balles de plus que s'il était sur la ligne, tu vois. Et en gros c'est un peu ça aujourd'hui le monde de l'encadrement, ce qui crée d'ailleurs des potentialités aussi un peu plus révolutionnaires, tu vois, dans ces espaces-là, parce que et les mecs qui font ça, ils voient qu'il y a un problème, que c'est pas le plus intéressant, quoi. Bah c'est ça, parce qu'en fait, ils se retrouvent à, comme tu dis, à devoir gérer des entreprises en crise, c'est-à-dire qui demandent une ultra pression de la direction, comme tu dis, des actionnaires, pour pas grand-chose à la fin de plus que les mecs qui l'engueulent ou qui suivent. Voilà, ça, c'est vraiment le monde du management de terrain, comme on dit. Et puis les mecs, un peu dans les hautes strates, en fait, peut-être qu'ils ont même, c'est même l'inverse, c'est qu'en fait, ils perdent le sens de leur taf parce que eux-mêmes n'encadrent pas. Tu vois, ils sont dans des services détachés, périphériques, à qui on demande tout le temps des comptes, des feuilles Excel, des reportings, des machins, voilà. Parce qu'ils ont en face un directeur qu'en branle pas une et tout. Alors qu'on leur a dit qu'ils étaient cadres, qu'ils ont des bacs plus 5 et qu'ils allaient réussir. Au final, ils pointent à 2000 net. Tu vois. Donc c'est presque... voilà, je te dis, ils passent à côté. Moi, ça me rappelle un livre... Attends, il est là. De Chamaillou, là, La société ingouvernable, quand il parle justement des réformes néolibérales, où il se moque un peu de Foucault qui n'a pas du tout compris l'évolution de la société, justement avec cette extension du nombre de cadres, qui allait se faire un petit peu par l'horizontalité et tout, et non plus par la coercition. Bah là, en fait, on voit l'inverse qui est en train de se faire, c'est-à-dire on va revenir à une forme d'encadrement très strict et très vénère, ce qu'essaye de nous dire Comte Sponville, sans comprendre un petit peu ce qu'il nous derrière, parce que justement la société est trop critique et peut plus se permettre d'avoir un taux d'encadrement énorme, c'est-à-dire d'avoir 2 cols blancs pour un col bleu, quoi. Tu vois, 2 cadres pour un ouvrier, parce que ça coûte un prix fou. Ça rapporte pas grand-chose à part faire de la bureaucratie et de la paperasserie. Et donc, on va se retrouver avec des gens qui vont être compressés. Ils vont de moins en moins profiter de leur statut de cadre parce qu'on va leur faire des trucs chiants, violents,
pour les actionnaires avec à la fin aucun gain, quoi. Et donc, à mon avis, la crise, elle est là. Et la crise, c'est plutôt de dire, comme tu l'as dit, il y a une potentialité révolutionnaire. Si ces gens-là ont des qualités intellectuelles, techniques, d'ingénierie et tout, pas tous, hein, parce qu'il y a des faux diplômes dans les écoles de commerce bidons, etc. Tu vois. Mais voilà, tu te dis, bon, ça reste des gens qui sont un peu diplômés et tout, qui pourraient, dans un mode de planifié, se reformer correctement et servir la collectivité plutôt que servir leur propre destinée en se soumettant à des actionnaires cupides et intransigeants, quoi. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils préféreraient pas. En vrai, de vrai, c'est faux, tu vois. En vrai, de vrai, c'est vraiment C'est une faux. vision bourgeoise. Le problème pour eux, c'est pas le fait qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre sans comprendre où part le produit de leur travail, sans comprendre les procès de production de leur travail. Voilà, c'est la dépossession du travail et l'aliénation au travail. On pourrait revenir sur ce concept d'ailleurs qui est souvent mal compris. Les gens confondent souvent avec l'abrutissement. C'est pas l'abrutissement au travail, mais c'est vraiment le fait que vous avez aucune main sur ce que vous produisez et donc que vous êtes dépossédé du produit de votre propre tâche, quoi. Bah, paradoxalement, c'est que tu fais bien de le dire, l'abrutissement, c'est une sensation. Quand vous faites un travail abrutissant, vous en rendez compte. L'aliénation, c'est un concept, c'est-à-dire la séparation, comme le dit le fétichisme de la marchandise, la séparation du producteur, de son travail et de son produit. Et ça, en fait, ça se ressent pas, ça se conceptualise. Bah ouais, carrément. D'ailleurs, juste si vous voulez demain, là, vous faites des haricots secs. Vous cultivez des haricots secs chez vous pour vous. Et vous écossez pendant 8 heures des haricots. C'est abrutissant, mais c'est pas aliénant. C'est des haricots qui seront pour vous, vous comprenez pourquoi vous le faites, et vous vous imposez le fait de vous abrutir un peu à enlever des haricots secs pendant 8 heures de suite, quoi. C'est pas pareil. Vous n'avez pas de processus d'aliénation dans le mode de production familiale, quoi. Enfin, chez vous quand vous faites un truc, quoi. Et ils s'abrutissent pas, parce que souvent, ces gens-là écoutent la patte du team en même temps. Et l'inverse marche aussi. Demain, tu peux faire un vrai travail que tu n'as pas l'impression d'être abruti parce que t'es Comte Sponville. Tu vois. Imagine Comte Sponville, salarié d'une entreprise, directeur du bonheur au travail, tu vois, par exemple, comme ça, il fait des conférences. Pour lui, c'est ce qu'il kiffe, il parle de philo, blabla, il raconte n'importe quoi et tout, mais pour lui, c'est vraiment, il donne du sens aux autres. Il n'a pas l'impression d'être abruti, et ben en tant que salarié, il sera quand même aliéné, tu vois, il sera quand même un des rouages de l'extorsion de la plus-value. Donc c'est, comme tu dis, tu peux être abruti sans être aliéné et aliéné sans être abruti. C'est marrant quand il dit les gens ne veulent pas travailler là. En fait, au lieu de poser la question dans quelle société les gens ne veulent pas travailler, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas travailler, lui il va répondre vous votre rôle c'est de les faire travailler. Machin. C'est trop drôle je trouve. Enfin, genre il pose pas la question de pourquoi est-ce que les gens ne voudraient pas travailler, tu vois, ça a aucun sens. Bah là il y a t'as le titre derrière. Là, il y a une connexion pour comprendre le monde, tu vois. Ça s'appelle le marxisme et le. Tu vois. Mais là, il va pas la faire, j'ai l'impression, la connexion, quoi. Ils ne vous l'ont pas forcément dit. Pourquoi? Il faut bien que quelqu'un vous le dise. Alors bien sûr, tous vos collaborateurs préfèrent travailler dans votre entreprise plutôt qu'être chômeurs, évidemment. Putain, mais il dit tout, il montre un peu l'armée de réserve, c'est la pression au chômage et tout, le chantage au chômage, c'est excellent. Hein. Ah ouais, non, mais là, souvent, ces conférences-là sont bien plus, comment dire, honnêtes et sincères sur les réalités du monde économique et social et de l'économie politique, parce que ça parle à des... Voilà. En plus, il a dû s'amuser en mode, ouais, je vais aller les voir, et je vais sortir, de les valoriser et tout. Je vais être direct, leur rappeler la violence que c'est qu'ils exercent, etc. Mais malgré tout, l'importance qu'ils ont. Tu vois, vraiment, je suis sûr, parce que c'est tout un discours qu'on a entendu depuis un moment avec des mecs comme ce que Comte Sponville, elle, a des philosophes de plateau télé, là. Julia de Funès, on avait fait une capsule là-dessus avec Zoé, Nicolas Bouzou et tout. T'as des gens qui commencent à dire, ouais, faut arrêter le développement personnel au travail, les billards et tout, on s'en bat les couilles, l'important c'est la discipline et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le capitalisme en crise ne peut plus se permettre justement de maintenir des cadres qui donnent du sens et qui font de la discipline de manière indirecte, sans passer par l'abrutissement, donnant l'illusion du sens, etc. Non, maintenant ça coûte trop cher, même ça, tellement le taux de profit est bas, qu'on va revenir à des bonnes vieilles méthodes à l'ancienne, ultra-libérales, où on te fait comprendre que non seulement toi t'es manager, tu gagnes pas beaucoup, mais tu pourrais être manager en gagnant moins, et si t'es manager en gagnant moins, tu pourrais même être chômeur, voire mort. Donc c'est intéressant, comme tu dis, il dit l'état du monde aujourd'hui, quoi. C'est d'ailleurs la dualité entre Biden et Trump, je trouve, tu vois. Biden qui incarne cette gauche un peu aussi Silicon Valley, y a un billard chez Google et tout, tu vois. Et Trump qui te dit ah bah non, soit tu bosses ici, soit tu prends ton carton et tu te casses au moindre truc, tu vois. Elon Musk était comme ça aussi, tu sais, quand il a repris Twitter, il a viré 90% des gens. C'était ce qui avait été mis en place par lui avec son département of Government Efficiency, là, son Doge. C'est vraiment ça, c'est les deux faces un petit peu du monde capitaliste actuel. C'est la phase vieillissante et qui marche plus trop de on va valoriser le travail, un peu Marine Tondelier aussi, elle est un peu comme ça, en mode le travail qui a du sens, le travail qui est propre et tout, sans jamais comprendre que
même si ton travail a du sens et est propre, c'est toujours à ce moment-là un travail qui n'est possible que pour 5% de la population mondiale, quoi. Et de l'autre côté, un gars qui te dit non, non, le travail n'est pas propre et de toute façon, c'est comme ça, c'est marche ou crève, quoi. Des fois, les classes populaires préfèrent la deuxième parce qu'au moins, ils ont Ouais. l'impression qu'on leur ment pas. Parce que quand ton travail c'est de la merde et que t'as Marine Tondelier qui te dit mais non, mais tu peux y trouver du sens et acheter des jeans à 180 balles au lieu d'être à 40 balles, t'es là, mais barre-toi, tu vois. Alors qu'au moins, Trump, il va te dire quelque chose que tu vas beaucoup plus comprendre en mode mais il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir et puis mettre un petit peu de préférence nationale, de protectionnisme et des choses comme ça. Vraiment, le pacte autoritaire, sécuritaire, racial et tout, il est beaucoup plus compréhensible par les classes populaires que la fausse bienveillance libérale, hein, parce que Kouskar appelé libéral libertaire, là, même si c'est toujours un faux libertarisme, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment libertaire, quoi. Et c'est pour ça que nous, on doit proposer des propositions fortes contre ça et pas juste de dire ah bah non, réenchanter le travail, tu vois. Réenchanter le travail, ça rend de la merde. C'est ça. Bah alors en plus déjà c'est pas si évident, c'est-à-dire on confond le travail et sa forme capitaliste, tu vois, qui est le travail salarié, voilà, aliéné comme tu dis. Et t'as aussi un autre truc, c'est que tu disais oui, c'est beaucoup plus acceptable et d'ailleurs c'est pour ça que Trump a été massif, tu vois, dans les classes un peu laborieuses, quoi. Parce que ça les valorise aussi. On a fait des capsules là-dessus avec Zoé où on en parle dans le dernier numéro de Position Revue. Allez voir Position Revue. Je regarde fais pas le- les capsules avec Zoé parce qu'on est fâché. La rumeur prend de l'ampleur. Et donc, allez voir l'entretien avec Michel Feher, là. Justement, on montre que, en fait, déjà, ça correspond beaucoup plus à la réalité, donc ça leur paraît, comme tu l'as dit, beaucoup plus efficient. Et en plus, ça les valorise. Quand tu pars du principe que le travail est compliqué et demande beaucoup d'abnégation, de courage et tout pour y aller, parce que c'est dur, mais il faut quand même le faire et tout, bah, les gens qui ont un travail, ils se disent, bah, moi, je suis courageux, moi, je suis valeureux, contrairement aux feignasses, contrairement aux cassos et tout. Et donc, ça leur donne un rapport, comme tu as dit, efficient, et en plus, ça les met en avant, ça les valorise, parce que ils vont se dire, bah, ah bah oui, les gens qui travaillent, c'est des gens bien. Moi, j'ai un travail, donc je fais partie des gens bien. Ils comprennent pas qu'ils sont les rouages eux-mêmes de la pénurie et que demain, bah, ils peuvent passer du jour au lendemain de gens sans travail et que tout ça n'a qu'un intérêt, c'est justement faire en sorte de maintenir le taux de plus-value. Et c'est toujours, on finit par le dire, c'est toujours un rapport individuel, et ça, c'est vraiment la bourgeoisie individuelle au travail. C'est un choix individuel ou non. Vous pouvez choisir d'être manager ou d'être salarié ou de pas travailler, c'est votre problème. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est vraiment le travail salarié, tu sais, que la bourgeoisie au tout début appelait le travail libre. C'est vraiment dire, ah, mais vous le choisissez. Après, si vous voulez crever dans la rue ou pas avoir accès à la majorité de la consommation ou aux loisirs et tout, bah, c'est comme vous voulez, tu vois, il n'y a pas de souci. Ça ramène à l'individu libéral, tu vois, c'est-à-dire l'individu qui fait des choix et tout. C'est jamais, en fait, ce qu'est la réalité profonde du travail, ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire la transformation de la nature, comme dirait Marx, etc., qu'est un exercice collectif. Tout le travail du capitalisme, c'est d'avoir rendu individuel, question de libre arbitre, une chose nécessaire, collective. Vraiment tout son inverse. Et bien ça, c'est vraiment l'aliénation profonde. Il faut qu'on arrive à avoir une vision collective du travail. On est 12, comment on fait pour transformer la nature, créer nos besoins à 12 et non pas, dès qu'on commence à dire certains seulement, d'autres les plus valeureux, etc., et d'autres sont exclus, bah là, vous allez commencer à créer de la concurrence, du privilège, et donc vous allez commencer à mettre en place des situations de plus-value. Le travail communiste, c'est toujours de dire non, le travail, ça n'existe pas à l'échelle individuelle, c'est toujours une échelle collective, et ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et tu vois, c'est justement le fait que le travail dans le capitalisme soit comme tu le décris qui crée le fait que les gens ne veulent pas travailler. Parce que tu prends, je sais pas, enfin, j'imagine que tu es pareil que moi. Tu vois, moi, tu me mets chez moi 3 jours avec rien à faire. Je suis beaucoup plus malheureux que si tu me dis, ah, il faut repeindre les volets, tu vois. Parce que je me dis, bon, j'ai un truc à Bien faire, sûr. je le fais et tout, tu vois. Et justement, c'est cette mise en concurrence, cette vision ultra individuelle, cette vision, tu sais, même si tu es ami avec ton collègue, bah demain il peut te baiser tes vacances, il peut te baiser ton augmentation, et je sais pas quoi, qui crée de la frustration au travail et de l'angoisse au travail, tu vois. Et au final, le fait que le travail n'est pas agréable, quoi. Ouais. Et puis justement, c'est la part inverse. L'oisiveté va être condamnée, mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'effectivement, quand tu es surviolenté au travail, quand t'en sors le soir ou le matin, ça dépend si t'es posté ou quoi, ou le week-end, bah t'as envie de rien faire, quoi. Et un monde collectivisé, c'est un monde justement où les deux, comme tu dis, t'as une espèce d'équilibre où tu te dis, bah ouais, je suis chez moi, j'en fais un peu, j'en reviens, j'en repars, je finis ce qu'il y a à faire, etc. Et ça, c'est un monde des aliénés, quoi. Mais c'est vraiment l'inverse du monde du travail où il est surintensifié pendant une courte période, violenté. Après, tu as un stop parce que sinon, c'est pas tenable. Et puis ensuite, il est réintensifié, voilà, pour pouvoir maximiser, toujours pareil, la performance, la plus-value, la productivité, quoi, au service du capitalisme. Tous ou presque tous préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie. Mais bah faut se poser la question si les gens préfèrent être entiers que travailler dans son entreprise.
Peut-être qu'il y a un problème dans Quelqu'un- l'entreprise, tu vois. Ou peut-être qu'il y a un problème dans la société. Là, il est en train de dire tout le monde voudrait être un bourgeois rentier. Bah, c'est peut-être que la société est orientée à ce que les bourgeois rentiers soient les mieux traités de la société, tu vois, c'est un peu le problème, quoi. Mais là, il voit pas le problème. Pour lui, c'est un état de fait, c'est un état naturel. Et c'est toute l'anthropologie libérale hein, qui commence par ça, par penser l'individu, etc. De dire, mais en fait, oui, l'individu est un individu. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie négative. L'individu est un individu égoïste, concurrentiel. L'homme est un loup pour l'homme, quoi, de Hobbes, quoi, la guerre de tous contre tous. Et donc, il faut trouver des moyens pour les inciter à. Mais ce qui est intéressant, c'est Les que managers. si les gens ils veulent être entiers, c'est justement pour pouvoir avoir une activité en dehors du système capitaliste. La plupart des prolos, ils voudraient être entiers non pas pour exploiter des gens, non pas forcément pour gagner des 100 et des 1000, mais pour, au lieu d'aller au boulot, de rentrer, de s'occuper de leurs gamins et de se coucher, tu vois, ben avoir du temps pour faire des choses qui les intéressent, qui sont aussi du travail, qui sont pas du travail reconnu dans le monde capitaliste, mais qui seraient aussi du travail. Faire des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire depuis des années, ça peut être du bricolage, ça peut être tout un tas de choses, tu vois, qu'ils ne peuvent pas faire ou pas faire bien parce qu'ils sont enfermés dans la nécessité de, ce que dit Marx dans un texte que t'aimes pas, dans l'idéologie allemande, mais de reproduire leurs conditions d'existence pour vivre en fait. Lui, il oppose en fait le fait de travailler et d'être entier. Mais ce que je veux montrer, c'est que si les gens veulent être entiers, c'est pour pouvoir travailler comme ils le souhaitent. C'est pour avoir le temps, s'ils veulent mettre 10 heures à un truc, de faire 10 heures à un truc. C'est pour ça que les gens veulent être retraités aussi. Parce qu'il y avait une très belle formule des communistes après la guerre, quand ils ont mis en place la retraite par répartition, c'est « il y a une vie après le travail ». Tu vois. Il y a vraiment cette opposition entre la vie libre, et le travail, tu vois, le travail aliéné. C'est-à-dire, ouais, on aimerait être entier parce qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Et ça veut pas dire ne pas travailler, ça veut dire transformer les choses, mais comme on le souhaite, prendre le temps qu'on souhaite à faire les choses, et en être fier, et pas juste faire des trucs au rabais en étant en concurrence avec l'intérim qui vient d'arriver, ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis complètement d'accord. Tu fais bien de le dire, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le travail s'oppose à la rente. Et c'est le fond du fond de la lutte des classes. Ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui l'exploitent, voilà. Et les deux vont l'un avec l'autre. La tâche du communiste, c'est de faire disparaître les deux, en fait. Le travail salarié aliéné, l'autre face de la même pièce qui est de la rente, c'est-à-dire des gens qui, là je vais faire du Kluskar, mais des gens qui consomment sans produire et des gens qui produisent sans consommer, quoi. Et cette séparation de l'humanité en deux, là, est intenable à un certain degré, quoi, et nécessite un processus révolutionnaire parce que, à la fin, en plus d'être séparée, elle tend vers l'infinie accumulation. C'est qu'au départ, elle est séparée, et puis en plus, t'as de moins en moins pour certains et de plus en plus pour d'autres. Ça, c'est la leçon du marxisme, malgré qu'il y a des effets, effectivement, de compensation, de crise, de régulation et tout. Et ce double aspect rentier-travailleur n'est que la même chose. C'est les deux faces de la société. Et effectivement, oui, quand t'es travailleur et que tu vois l'autre côté de la barricade, oui, t'as envie de choisir cette vie-là. Quand t'es dominé, la vie de dominant, par définition, te paraît de fait beaucoup plus enviable. Et dans une société où, je te dis, le travail salarié aliéné, contrairement à la société féodale, est considéré comme un choix individuel et une possibilité individuelle, tu vois, de passage, et pas ordonné par Dieu, et puis c'est comme ça, et puis c'est fatal, tu vois, en plus, non seulement cette vie de dominant, elle est enviée, et en plus, elle est possible. Et ça, faut pas l'oublier, en fait. C'est pour ça aussi que le capitalisme tient. Parce qu'il dit, grâce à votre travail, peut-être vous pouvez devenir rentier. Tu vois, et donc, elle tient aussi parce que des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, on leur rend le travail insupportable, individuel, et en plus, on leur donne la conviction que peut-être qu'ils peuvent demain passer le côté de la barricade par ce travail-là. Ça demande en face énormément de conscientisation pour montrer que tout ça est faux de A à Z. C'est-à-dire le fait que le travail soit individuel, soit un choix, le fait que le passage du travail à la rente est possible par ça, tout ça fait partie de la fausse conscience en fait, c'est-à-dire une conscience réelle des choses et même efficace, mais fausse par rapport au possible révolutionnaire qu'a le prolétariat. Et je finis là-dessus en disant, oui, et ça, c'est des gens que les gens ne veulent pas comprendre. Malgré tout leur discours, à la fin, le travail doit devenir pénible et détestable. Parce que c'est le seul moyen pour qu'il soit concurrentiel. Si le travail était, comme tu dis, déjà approprié par les gens en disant c'est une nécessité collective, on doit le gérer dans le ensemble. capitalisme, je veux dire, parce que les gens vont croire que tu veux que le travail soit pénible et détestable. Non, pénible et détestable dans le capitalisme. Tu vois, il y a tout un discours de gens qui font croire que, oui, la société capitaliste, c'est une société travailliste. On a souvent entendu dire ça. Non, en fait, justement, le travail est toujours détestable, il est toujours pénible, il est toujours vu comme une contrainte, un truc dont on est obligé, mais dont on pourrait s'extirper, mais qui n'existe que par, comment dire, la bonne volonté individuelle, tu sais, la bonne conscience, le fait d'être préoccupé, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on survalorise la valeur travail, le fait de se lever le matin, le fait de, voilà, parce que justement, ça individualise moralement le travail, et ça ne rend pas compte de dire, oui, le travail, c'est de la merde,
et on va, par le collectif, le transformer, le rendre plus sympa, etc. C'est à nous de le changer. Le syndicalisme, la solidarité ouvrière, etc. Tout ça doit être destitué. Donc, paradoxalement, la société libérale et capitaliste ne rend jamais le travail nécessaire collectivement en soi, c'est-à-dire comme une tâche sociale, comme par exemple le droit de vote. Normalement, on pourrait dire, au-delà du droit de vote, le plus important, c'est de travailler dans une société. Tu vois, cette tâche-là est beaucoup moins mise comme ça. Par contre, on va dire, ouais, bah, il n'y a quand même pas le choix, donc ça va demander de l'effort individuel. Voilà. Mais cet effort individuel, il est au détriment de la solidarité collective. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, on va dire du bien des petits bourgeois, ce qui est quand même pas habituel sur C'est pas, sur la voilà. chaîne. Les gens comprennent pas des fois qu'on tape un peu sur les petits bourgeois ou même sur les gens qui ont un devenir petit bourgeois, qui commencent à créer des auto-entreprises, qui se professionnalisent là-dedans. Et justement, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est pas que c'est bien ou mal. C'est que c'est une genre de fuite qui, à l'échelle individuelle, est compréhensible. Parce que quand le travail n'a plus de sens, tu es soumis à des cadences, tu es soumis à des trucs que tu comprends pas. Devenir auto-entrepreneur, lancer ta petite boutique, je sais pas, tu vends des objets que tu as fabriqués, tu vends du conseil, tu vends du service, de je sais pas trop quoi. Et ben, faire ça, ça te permet de reprendre un petit peu la main sur tes produits, sur ton activité, sur ce que tu as envie de faire. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est pas que c'est bien ou mal en soi, parce que moi je comprends que quelqu'un préfère faire ça plutôt que d'être soumis à des cadences et d'être prolo. Par contre, le problème, c'est que tu rentres dans des dynamiques qui sont propres à la petite bourgeoisie, après, qui sont des dynamiques de concurrence, qui sont des dynamiques du marché que tu ne maîtrises pas non plus en réalité. Et tout ça te force, même si tu peux être le plus à gauche possible ou ce que tu veux, à rentrer dans une pratique qui est petite bourgeoise. Et cette pratique petite bourgeoise, quand toi tu fais la pub de ça en disant aux gens faites comme moi, en fait, ben, tu es en train de dire on va pas sortir du capitalisme collectivement, en fait, mais venez individuellement, on peut changer et devenir petit bourgeois et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si vous voulez, c'est ambivalent parce que moi, à l'échelle individuelle, je comprends très bien les gens qui font ça et personne ne peut leur jeter la pierre et c'est tout à fait logique de faire ça. Et moi-même, je suis aspirant médecin, qui est une forme de petite bourgeoisie et donc du coup, c'est pas du tout quelque chose que je vais critiquer en tant que tel comme choix moral, personnel, on va dire. Par contre, sur le plan systémique, on va dire, et plus général, la libération, c'est par le collectif qu'on va la trouver, c'est par la syndicalisation, c'est par le militantisme, et c'est pas en disant aux gens de fuir le salariat, de fuir le travail salarié pour devenir petit bourgeois, quoi. Je sais pas si je suis très clair, Chris, mais je pense que c'est une remarque importante. Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que du coup, les gens qui se retrouvent dans une position de petite bourgeoisie vont après dire ah bah non, mais moi, je me verse qu'un SMIC et je suis obligé de me lever le matin pour travailler, donc c'est exactement pareil qu'être prolo. Et vous foutez pas de notre gueule, hein. Vous savez très bien que si vous avez choisi de faire ça, c'est justement parce que c'est pas pareil que d'être prolo. C'est justement parce que vous trouvez un intérêt à maîtriser votre travail, à maîtriser, je sais pas, vos horaires, à maîtriser votre production et que c'est plus cool que de se lever le matin pour avoir un manager à la con qui a suivi une formation d'André Comte-Sponville qui vous dit quoi faire, quoi. C'est pour ça que vous faites ça. Donc venez pas dire que c'est pareil d'être prolo. Il n'y a aucun mal à le faire. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais être médecin psychiatre qui vais vous jeter la pierre. Ce serait totalement malvenu, quoi. Mais moi, j'ai conscience que si je commence à avoir une activité libérale, bah, j'aurai une activité libérale et puis je vais employer, je sais pas, une secrétaire et puis je vais m'auto-exploiter, je vais rentrer dans une pratique qui sera petite bourgeoise en tant que telle. C'est ni bien ni mal, mais ce sera comme ça. Et je ferai pas genre que c'est exactement pareil que si je gagnais le même salaire en tant que l'employé d'Amazon. Non, c'est pas pareil en fait. Parce que dans un cas, je suis propriétaire de mon petit capital et que je fais fructifier comme je veux en employant des gens. Et dans l'autre cas, je gagne le même salaire, mais dans une dynamique où je suis quand même soumis à une hiérarchie, à des gens qui sont propriétaires du moyen de production dans lequel je travaille, quoi. Donc c'est pas pareil. Je suis complètement d'accord. C'est très important ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu appuies sur un point fondamental. Quand on critique une classe, on ne critique pas l'activité à l'échelle individuelle qui fabrique cette classe. Ce qu'on critique, nous, quand on critique l'attachement à une classe, la coopération à une classe, c'est le sujet collectif et le monde qu'il porte en lui-même. Quand vous êtes dans la petite bourgeoisie, vous portez le monde de la production éparpillée, multipliée à l'échelle individuelle ou de petites entreprises, etc. Et donc, vous portez le marché en soi. Il n'y a aucune possibilité d'avoir demain un monde avec que des petits bourgeois, des coopératives ou des machins, ou des auto-entrepreneurs, sans avoir le marché. Et le marché sert justement, débouchera toujours sur du commerce, de la négoce, de l'enrichissement et de l'exploitation. Je rappelle juste que quand on parle d'auto-entrepreneurs, il y a tout un tas d'auto-entrepreneurs qui en fait sont des salariés déguisés comme les livreurs Uber. On a un chart là-dessus, allez voir. Auto-entrepreneur, c'est un peu foireux parce que des fois c'est justement des gens qui commencent à rentrer dans la petite bourgeoisie et des gens qui sont parfois du salariat déguisé, donc c'est une catégorie un peu administrative, mais en tant que marxiste, ça sert un peu à rien, quoi. Donc on parle de la petite bourgeoisie. Donc un monde justement, c'est ça le monde pré-capitaliste en fait. C'est un monde de petits producteurs et puis qu'il faut coordonner parce que si machin fait du pain, machin fait du pain, machin fait du pain, bah à la fin le consommateur
il faut qu'ils choisissent entre l'un et l'autre. Et c'est le marché qui régule. Le monde du communisme, c'est souvent ça, c'est pas le marché sans l'exploitation, c'est presque, je vais dire un gros mot, c'est le capitalisme sans le marché. Et ça, c'est une contradiction fondamentale que les gens ne comprennent pas. À la fin, le capitalisme travaille contre le marché. Et c'est comme ça que le communisme est le mouvement d'auto-abolition du C'est capitalisme. pour ça qu'il y a des monopoles qui se forment dans le capitalisme. Exactement. Que tout passe de moins en moins par le marché quand tu as un énorme monopole plutôt que 1000 mecs qui font du pain. Si tu as juste une grosse entreprise de pain. Et d'ailleurs, c'est pareil, tu vois, nous, on parle toujours de la fonctionnalisation des médecins. Tu vois, nous, on est pour la fonctionnalisation des médecins avec Zoé. Mais c'est déjà ce qui se passe avec les cliniques privées, mais sur le plan privé. C'est-à-dire qu'au lieu que tu aies 15 radiologues, tu as un truc avec les 15 radiologues qui sont dans une clinique avec quelqu'un qui a mis de l'argent, parfois un peu les radiologues, tu vois, qui sont un peu propriétaires du truc, tu vois. Mais tu as un monopole qui se forme. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce monopole, il doit être public, ce qui permet de sortir le soin du marché et que ce soit pas que la vie des gens ne repose pas sur le marché, leur capacité à payer, mais sur combien on a besoin de faire de l'IRM par an. On produit assez de radiologues pour les faire et puis assez de machines pour les faire et basta, quoi. Et donc à la fin, c'est de dire, si vous portez un monde de la coopérative, voilà, de la petite bourgeoisie et tout, vous portez un monde où demain il y a 1000 petites entreprises ou 1000 individus qui produisent du pain qu'il faut réguler par le marché. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir 1000 travailleurs du pain planifiés par la collectivité, qui s'entendent et qui décident et qui, voilà, combien il nous faut de pain quand on est 1000, 2000 dans la société, etc. Et là, le capitalisme, lui, paradoxalement, dans sa volonté d'accumulation et de fait de tuer ses concurrents, il autofabrique des monopoles. Ça a été une des grandes crises du capitalisme à la fin du 19e, au début du 20e. On a été obligé d'inventer des règles de régulation. Vous avez, aux États-Unis, le pays le plus libéral du monde, il y a une loi antitrust. C'est une loi qui contraint le capitalisme, qui contraint la tendance monopolistique du capitalisme pour pouvoir préserver le marché. Parce que les deux entrent en concurrence. Et donc, soit vous voulez revenir, et c'est ça qu'on va appeler une société réactionnaire, c'est-à-dire à un travail éparpillé de producteurs avec le marché, mais sans la violence capitaliste de la grande industrie. Ça, c'est le monde, je sais pas, du 17e, du 18e, de la bourgeoisie naissante. Ça, c'est vraiment les mondes qu'on critique chez des gens comme Lordon, chez comme Friot. C'est d'un espèce de communisme avec plein de coopératives. Chez les anarchistes aussi. Vraiment, pour moi, c'est problématique. Alors que nous, on dit, comme Gramsci, que le communisme sera un atelier géant à l'échelle planétaire où il y a plus besoin, on fabrique ensemble et on a accès directement à la production. On décide de ce dont on a besoin, on le produit et on le consomme, c'est-à-dire sans avoir cette médiation du marché, de la monnaie, de la valeur, etc. C'est vraiment les deux tendances fondamentales. Et donc, effectivement, quand nous, on critique la petite bourgeoisie, on dit, voilà, il y a deux embranchements. Si vous prenez le salariat généralisé, vous prenez l'embranchement vers le communisme qu'on vient de décrire, c'est-à-dire l'abolition de la valeur, l'abolition du marché et le travail collectif à l'échelle totale. Si vous prenez la direction de la petite bourgeoisie, vous maximisez le potentiel du monde, du marché éparpillé, pré-capitaliste, qui de fait débouchera toujours sur le capitalisme. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important cette précision. C'est la différence entre vouloir exproprier, comment il s'appelle, le gérant d'Amazon, et faire un Amazon public dans lequel on pourra choisir comment est-ce que les travailleurs travaillent dans cet Amazon, quel est le rapport entre l'écologie et cet Amazon public. Enfin, voilà, tout ça, tout ce qui aujourd'hui, Jeff Bezos, il s'en bat les couilles parce que lui, son but, c'est de faire du profit, quoi. Et t'as des gens qui mettent leur don un peu là-dedans, tu vois, de dire non, mais le communisme, il y aura plein de petites librairies, il y aura plein de petits trucs, parce qu'en fait son mode de consommation personnel, je pense, tu vois, c'est que lui il va dans une petite librairie, il aime bien la petite boulangerie, machin et tout, et il te dit le communisme ce sera ça, mais il y aura pas les gros, tu vois. Le communisme c'est pas la petite bourgeoisie sans la grande bourgeoisie. C'est la grande bourgeoisie expropriée et collectivisée, les petits bourgeois qui disparaissent pour être des travailleurs comme les autres en réalité. Je veux dire, c'est un type qui est petit bourgeois et qui gère encore une fois une boulangerie, il fera du pain. En fait, ça ne changera rien à son activité en tant que telle. Par contre, ça changera tous les rapports de production dans lesquels s'insère cette activité. Et c'est ça qui compte, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose à comprendre, et notre différence aussi avec d'autres types de socialisme, qui selon nous sont des socialistes qui sont beaucoup plus conservateurs et qui sont utopiques en quelque sorte, parce qu'ils veulent retourner à une espèce d'état presque pré-capitaliste, mais sans comprendre que cet état pré-capitaliste allait avec aussi un certain niveau de développement des forces productives et des moyens de production qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu reviens à une société de petits bourgeois comme il y avait, je sais pas, au XVe siècle, tu vas pas avoir des centrales nucléaires, des IRM et tout ça n'a aucun sens en fait, parce que justement tout ça demande un niveau de collectivisation bien supérieur. Tu ne peux pas avoir cette abondance nécessaire justement à la société communiste, quoi. C'est le travail en commun, ça a toujours été, mais de tout temps, le travail maximalisé en commun qui permet l'abondance, voilà. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs, y compris, je m'adresse aux patrons qui sont là, y compris à votre table, dans votre comité directeur,
Quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler dans votre entreprise s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen? Mais qui va continuer à travailler dans une entreprise à la con s'il a gagné 60 millions d'euros? Enfin, je veux dire... Oh là là, c'est vraiment faussement profond, tu sais. La question est tellement bête, mais qu'il faut la rappeler quand même à des managers. Et en fait, les gens, ils viennent pour reproduire leur vie et leur force de travail, c'est-à-dire avoir accès à la consommation, quoi. C'est ça, hein, le travail, hein. Un salaire, c'est l'accès à la consommation. On vous donne un salaire, on vous donne un accès à la consommation médiatisé par de la monnaie, quoi. Mais ils le savent bien, parce que les mecs, ils demandent des augmentations, ils négocient un salaire. Tu sais très bien que le mec, quand il vient, c'est principalement pour la thune, tu vois. Oui, C'est pas mais parce que il est content d'être là, tu vois. si tu veux, il se fait un peu le truc de. Il a compris, que je te dis comme les autres qu'on a cités plus tard, que oui, effectivement, le côté genre j'aime mon boulot, j'aime ma boîte, moi c'est une culture d'entreprise que j'adore, etc. Tout ça, c'était un peu finito, quoi. La crise obligeant, tu vois. Donc il leur rappelle, les mecs, ils viennent pour turbiner et gagner de la thune, ils ont pas envie d'être là, donc vous, va falloir que vous soyez des bons soldats, quoi. C'est ça qu'il vient le faire, quoi. Et il prépare justement, je sais pas de quand elle date cette conférence, Il y mais a 4 ans, il prépare. 2021. Ouais, il prépare justement au libéralisme archaïque qui vient, c'est-à-dire l'après-néolibéralisme, c'est-à-dire de la concurrence absolue, violente, de la baisse tendancielle des salaires et des subsides sociaux. Voilà. Comme il y a quelques années, un pizzaiolo de Chambéry. Combien continueraient à travailler chez vous? Moi, si je gagne de l'argent, je deviendrai pizzaiolo. Paradoxalement, je pense que le pizzaiolo qui a arrêté de vendre des pizzas, je suis sûr qu'il fait encore des pizzas pour lui-même. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il a encore le goût de faire des pizzas, mais il n'a plus envie de le faire pour le marché, justement pour pouvoir se reproduire. La question, c'est l'inverse, c'est de se dire comment on fait en sorte que les gens ils aient envie de faire des pizzas pour la collectivité, sans devoir se dire que c'est soit ça, soit crever, et puis en faire pendant 40 ans, puis faire en sorte qu'on prenne le jambon le moins cher parce que en ce moment c'est un peu la crise, et du coup on fait une pizza un peu dégueu, mais on n'a pas le choix, sinon on se verse pas de salaire, comme disent les petits bourgeois, tu vois. C'est de ce monde-là qu'il faut sortir. Non mais putain, mais regarde l'image quand même. En vrai, quelle autre classe sociale a le droit pendant des heures où on leur fait passer un gars qui parle, tu vois, genre c'est un peu comme un cours, a le droit d'être à table et tout comme ça, c'est vraiment pas sérieux, tu vois. T'as aucune réunion d'équipe à 5h du mat avant de prendre ton 8 qui est comme ça, hein. Non, et puis parler de philosophie, par définition, pour eux, on s'en bat les couilles, justement parce qu'il n'y a pas de sujet. Eux, ils savent déjà qu'ils sont là pour la thune, même si c'est galère, et que s'ils gagnaient au loto, il n'y aurait pas besoin de poser la question. Ils savent qu'ils ne seraient pas là, tu vois, c'est une évidence, quoi. Et en plus, tu vois, genre, en vrai, moi, je suis pour que les gens puissent être tranquilles pendant ce genre de choses, parce que j'ai déjà connu, tu sais, à l'hôpital, tu veux prendre un café pendant une réunion, et puis en fait, tu te fais défoncer, tu vois. Genre, tu es là, mais qu'est-ce que ça peut changer qu'on prenne un café pendant une réunion? En psy, en général, on peut prendre des cafés pendant les réunions, ça c'est cool, tu vois. Mais genre, t'as notamment dans les trucs de chirurgie et tout, tu sais, les gars, ils pensent que c'est la discipline et la hiérarchie qui va faire en sorte que les soins seront meilleurs, tu vois. Et ils en sont persuadés, tu vois. Alors qu'évidemment, la discipline, si c'est faut se laver les mains avant d'aller au bloc, évidemment, tu vois. Mais qu'est-ce que ça peut bien foutre que quelqu'un prenne un café pendant une réunion, tu vois. Moi, je te le dis, en plus, je suis meilleur sous café. Tu connais ma passion pour le café, mais je suis d'autant plus. J'écoute mieux quand j'ai pris un café. Ah bah je le sais, ça. T'es un autre homme. Le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%, dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs et subordonnés, travailler dans votre entreprise, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Ouais, bon. Non, mais il pose les bases, c'est pas mal. Il pose les bases. Et c'est pour te dire à quel point le niveau d'aliénation, qui n'est pas d'abrutissement, d'aliénation, de ne pas comprendre ce que c'est le rapport à leur travail des cadres, tu vois, de non-compréhension de ce qu'ils font, de fausse conscience, est grave, parce qu'il est obligé de rappeler des évidences que 99% des gens qui travaillent savent, quoi. J'adore mon travail, mais bon, demain, si je suis plus payé, j'arrête de le faire, quoi. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté de votre métier. C'est la difficulté du management. Ce qui me fume, c'est que ces gars-là nous ont cassé les couilles pendant une éternité avec l'URSS, blabla, on a fait travailler les gens et tout. Et puis là, en fait, il fait des conférences pour t'expliquer qu'il faut faire travailler les gens contre la contrainte et tout, tu sais.
On est d'accord, c'est le travail forcé, tu vois. Ce qui est un peu bidon en plus parce que le monde ne tient pas grâce aux managers en fait. Tu vois, les managers, ils existent justement parce que c'est un outil de coordination du travail ultra massifié, industrialisé, tu vois. C'est un travail de gestion de l'information. C'est aussi un travail de gestion d'encadrement, de vérification que les standards soient appliqués, tu vois, c'est un travail de coercition, mais c'est pas ça qui fait que les gens vont au travail. Dans le salariat archaïque, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas de grande industrie, et le fait de créer des conditions désastreuses quand tu travailles pas, c'est-à-dire de pas avoir de chômage, de pas machin, c'est les gens viennent au travail avant d'avoir un manager. C'est pas le fait d'avoir un manager qui font qu'ils viennent au travail, tu vois. Bien sûr. Qu'en fait, il ne comprend pas ce qu'est le travail des managers, comme beaucoup de gens. On a fait des questions sur Grabber là-dessus, etc., qui est justement de vérifier que la plus-value va être là. Parce que quand on fait un cycle de marchandises, il faut le savoir, dans l'instantanéité, c'est la façon dont on contrôle le travail qui va garantir la plus-value à la fin. Et combien de pièces vous avez fait à l'heure, est-ce que vous n'avez pas eu de taux de rebut, etc. Tout ça, c'est du contrôle. Et c'est pas simplement du contrôle des corps et des ouvriers, c'est du contrôle de la production même qui permet de gérer la plus-value. Plus vous avez d'entreprises massifiées, plus cette plus-value, elle doit avoir du contrôle, elle doit être remontée, il y a du reporting et tout. Et ben, ça sert à ça, les managers. Bien plus que à forcer les gens à travailler. Les gens, justement, c'est les conditions sociales, c'est les rapports fondamentaux de classe qui font qu'ils sont obligés de travailler. Voilà, ils n'ont pas besoin de manager pour ça. Bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oh, le degré de racisme du truc, quoi. La folie, quoi. C'est n'importe quoi. Encore une fois, il fait un truc faussement profond, il veut un peu les choquer. Et en fait, il fait des vieux dérapages pas clairs. C'est à moitié, Et il c'est pas des points s'amuse. Godwin et tout. Enfin, Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. c'est vrai que le trait d'humour est bizarre, hein. C'est chaud de fou, quoi. C'est vraiment. Ça passe parce que en fait, l'histoire d'esclavage, c'est l'histoire des Noirs et que tout le monde s'en branle des Noirs. En gros, c'est ça le truc, hein. Parce que tu dirais C'est la ça. même chose sur les camps d'extermination nazis en disant ouais, voilà, je sais pas trop Travail quoi, je vais pas le forcé. dire, tu vois, Ouais. mais tout le monde verrait que c'est indécent, tu vas te dire ça. Et le mec, il dit ça tranquille devant des gars qui boivent du pinard et tout. Là, la meuf, elle rigole et tout. Enfin, oh là là, l'odeur. T'imagines, il dirait le camp de concentration où le Luger fait défaut pour pouvoir les forcer à travailler chez Non, mais c'est Bayer ça. dans les camps. Enfin, c'est une folie, quoi. Tu vois la phrase de Trotsky. C'est moi qui cite Trotsky là. C'est quand il dit tous les petits bourgeois ne sont pas Hitler, mais il y a Hitler dans chacun des petits bourgeois. Tu vois, ils auraient tous pu l'être en réalité. Au fond de cette pensée petite bourgeoise, tu vois, il y a quand même un truc dégueulasse. Tu vois, enfin, les gens ils sourient en voyant ça et je suis sûr qu'ils sont même pas d'extrême droite. Ils votent. Tu vois, c'est des gens qui ont voté Pécresse ou Macron, tu vois. Ah, c'est sûr. Et ils rigolent à des trucs comme ça, quoi. Enfin, On a inventé le management. Mais non Ça, c'est seulement faux. ça a toujours été un c'est- métier difficile, oui, c'est- Pour lui, un maître d'esclave, un capot de camp de travail, c'est un manager. Ça, c'est vraiment la non-connaissance des trucs. C'est genre, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est le manager à travers l'histoire? C'est le gars qui force les autres à travailler. C'est pas ça, en fait. Tu vois, c'est justement le dispositif du maître d'esclave. C'est la même chose que le seigneur dans la servitude. Souvent, en plus, d'ailleurs, c'est beaucoup plus autonome que ça. Enfin, on se rend compte qu'il y a peut-être plus de managers aujourd'hui pour le nombre d'ouvriers qu'il y avait de maîtres d'esclaves ou de seigneurs pour taper sur les serfs. Alors qu'en fait, c'était un travail plus dur, beaucoup plus coercitif et tout. Ce sont des travaux spécifiquement capitalistes, comme on l'a dit tout à l'heure, de contrôle de la fabrication de plus-value, qui est le fond du capitalisme. Donc c'est vraiment catastrophique. Mais je te dis, ça fait du radicool pour manager en mode, ouais, c'est vrai qu'en fait, on a un métier dur, compliqué, pas reconnu à sa juste valeur, mais sans nous, les gens, ils viendraient pas au boulot, quoi. Ben non, sans nous, les gens, ils viendraient quand même au boulot. Peut-être même qu'ils le feraient mieux, tu vois. Et puis ça sous-entend que la solution, c'est peut-être aussi de retourner au fouet, tu vois. Il y a aussi ce truc-là, tu vois. mais d'évidence, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et encore plus dans la dernière période. Oh là 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 là. Tu vois, c'est un des rares trucs
qu'on peut voir à Kluskar et tout, mais c'est qu'en fait, on pourrait rapprocher son discours d'un discours kluskardien. C'est maintenant, les gens, ils sont pas dans le sérieux, ils sont dans le frivole, tu vois. c'est Bah non, ça. mais ça n'a aucun Ouais, sens. C'est quoi cette histoire de civilisation du loisir? C'est n'importe quoi, c'est même ça. si je sais très bien que Kluskar dit pas ça, tu vois, mais c'est la reprise de Kluskar, tendanciellement, on peut la prendre comme ça, tu vois, alors que Kluskar, justement, Ouais. il montre qu'il n'y a pas de société de consommation, qu'il y a une classe qui consomme et l'autre qui produit plus qu'elle n'en consomme et tout ça, tu vois, mais quand même, il y a ce truc, presque, on croirait qu'il va condamner, tu sais, le flipper, toutes les évolutions. Aujourd'hui, il aurait condamné les jeux vidéo ou des trucs comme ça, tu vois, ce qui a aucun sens. C'est juste un épiphénomène parmi tant d'autres, comme avant il y avait d'autres loisirs, tu vois, que les gens ils lisent des livres ou qu'ils aillent à l'opéra ou qu'ils aillent au cinéma et achètent des jeux vidéo, on s'en balèque, tu vois. C'est ça. Qu'ils aillent à l'église, hein. Je rappelle, sous le féodalisme, les gens ils passaient leur temps dans les fêtes religieuses, dans tout un monde organisé par le symbolique, le sacré et tout. Mais ça, c'est vraiment une distinction fondamentale. Paradoxalement, les gens n'ont jamais autant travaillé que sous le capitalisme. Mais par contre, il y a une séparation, la vie du travail, la vie du loisir. Tu vois, Bah oui. c'est vraiment Ce qui fait que les gens veulent être ça. entiers. C'est ça, exactement. Effectivement, tu as une espèce de double vie là, au quotidien, où elle est horrible pendant 8 heures, tu dors après pendant 8 heures, et puis elle peut être sympa pendant les autres 8 heures. Donc c'est une espèce de vie vraiment ambivalente, tu vois, où tu as travail à fond, totalement abrutissant, sans aucune forme de goût, et voilà. Et de l'autre côté, une suractivité du loisir, et d'ailleurs, tu vois aussi, tu as une consommation de ça, c'est la surintensification du loisir, ou même avoir des loisirs oisifs, tu sais, tu dis en vacances, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, et si tu dis, j'étais chez moi, j'ai lu tout pendant 15 jours, j'ai planté mes J'ai tomates, rattrapé tu les vois, vidéos d'Apple du team. tu vois, voilà, les gens ils vont te dire, bah t'as rien fait en fait, quoi. Tu vois, genre, comme si en fait, fallait aussi être productif pendant ses loisirs. Ah ouais, moi j'ai bougé de là à là, tac, je suis allé là, bam, après on s'est fait un parc d'attractions. Tu vois, faut de l'intensité partout, tu vois, parce que justement les deux sphères sont séparées et le communisme c'est de rassembler ces deux sphères. Bah, bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on a déjà assez de conneries. Ça dure quasiment 1 heure la capsule. On pourrait continuer s'il y a des bangers, faut qu'on le regarde parce que je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de redits. Sur ce, n'hésitez pas à participer à la campagne pour financer Position Revue. Position Revue fait peau neuve. Le site est refait. Il y a le site du graphique en cours. Il y a des événements qui vont se passer, et notamment un gros événement cette année. Il va y avoir des nouvelles productions, peut-être une relance de la chaîne YouTube, on ne sait pas. Peut-être de nouveaux numéros papier et même les anciens en papier. On ne sait pas. N'hésitez pas donc à participer sur le Tipeee. Et sur ce, abonnez-vous à toutes les chaînes, Insta, les TikTok, les Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. C'est